et en particulier sur le travail de la RHD. On te laisse la parole, Stéphane. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, il y a un lien assez formel, notamment avec une bonne partie de ce qui vient d'être dit précédemment. Alors moi, je suis Stéphane Marteau. J'évolue au sein de l'unité circuit de cours du service agriculture de la région Nouvelle-Aquitaine et une partie de mes missions sont directement consacrées à la relocalisation des approvisionnements et notamment en ce qui concerne la restauration collective publique. Donc, je vais essayer d'être le plus concis, le plus rapide possible. Donc, du coup, les actions de la région à destination de la RHD. Alors, sachez que la thématique de la RHD est traitée dans le cadre d'une feuille de route intitulée Agriculture, alimentation et territoire pour une alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine. C'est une feuille de route qui est portée conjointement par l'État et en l'occurrence la DRAF et la région Nouvelle-Aquitaine. À ce titre, la thématique RHD est traitée au sein d'une entité qui s'appelle le pôle régional de compétences, toujours selon le même principe, un coportage État-région à ce niveau-là. Et enfin, pour finir, sachez par ailleurs que, comme Colline vient de le souligner, il existe des pactes sur nos territoires et la région et l'État portent également un appel à projet intitulé Coopération pour le développement des circuits alimentaires locaux, où on va avoir une double entrée sur cet appel à projet. D'un côté, les PAT et de l'autre, les projets de structuration de filières, les projets de relocalisation, les projets inhérents à la mise en avant des productions locales de façon à ancrer localement la consommation. J'y reviendrai plus tard dans mon intervention, mais sachez que l'agneau de lait des Pyrénées, par exemple, a été lauréat de l'édition 2020 sur des problématiques qui peuvent être comparables à celles que la filière chevreau rencontre actuellement. Alors, je vous propose de commencer par quelques chiffres sur la restauration collective et la RHD au niveau national pour redescendre au régional de façon à aboutir vers l'exposé d'une expérimentation d'un projet de collaboratif entre la filière caprine, la région et la restauration collective régionale qui a porté sur une tentative de commercialisation de viande de chevreau à destination de la restauration collective du second degré. Alors, quelques chiffres concernant la restauration collective dans le paysage de la RHD. En France, le segment de la RHD représente 3 milliards de repas servis chaque année, soit un chiffre d'affaires d'une vingtaine de milliards. Juste une petite précision sur la façon dont est mise en œuvre la restauration hors domicile. Vous avez deux principes, soit la gestion directe, soit la gestion concédée. La gestion directe, c'est des préparations et des responsabilités qui découlent des établissements sur lesquels sont pris les repas, alors que la gestion concédée, on a un tiers, un prestataire qui vient mettre en œuvre la restauration sur les sites en question. Voilà, donc très rapidement, hein, la restauration collective représente 23,8% du chiffre d'affaires de la restauration globale, quand la restauration rapide et la restauration traditionnelle en représentent 55,6% à l'échelle nationale, encore une fois. Et donc, en ce qui concerne la restauration collective Nouvelle-Aquitaine, on considère aujourd'hui, selon des méthodes de calcul, que 156 millions de repas par an, dont 134 millions existent en Nouvelle-Aquitaine. Donc 134 millions, pardon, pour les établissements scolaires publics, ce qui représente 86% du potentiel. Donc, le marché de la restauration collective scolaire, en fait, il peut être estimé à environ 310, 350 millions. Ce chiffre est très impactant parce que vous allez voir pour la suite, en fait, on estime que le coût denrée sur un repas pris en restauration collective, il oscille entre 2 euros et 2,50 € le repas. Donc, ce qui nous laisse peu de marge finalement en termes d'achat. La restauration collective en Nouvelle-Aquitaine cette fois-ci. Alors, j'ai décidé de vous présenter un focus sur les groupements de commandes qui sont regroupés au travers d'une association qui s'appelle l'ACENA, puisqu'en fait, ce mode d'achat
représente 76% des achats qui sont pratiqués en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est le segment de marché, enfin, c'est la pratique sur ce segment de marché qui est la plus répandue à l'échelle régionale. Il se trouve que, donc, du coup, les gestionnaires des lycées et des collèges de Nouvelle-Aquitaine se regroupent au sein de groupements de commandes qui vont pratiquer l'écriture des marchés publics d'un côté pour aller jusqu'à faire en sorte de regrouper les établissements pour formaliser leurs besoins et leurs achats. Les livraisons se faisant en direct à destination de chaque établissement. Et donc, à aujourd'hui, 615 adhérents sont regroupés au sein de la Sénat, ce qui représente l'équivalent de 349 collèges et de 215 lycées, ainsi que 34 lycées agricoles, donc la totalité des lycées agricoles de la région, soit dit au passage, ainsi que 17 structures publiques, style EHPAD ou mairie. Et donc, la totalité de ces adhérents représente 76% du nombre d'établissements de restauration collective publique à l'échelle des lycées et des collèges. Ce qui, en fait, représente un potentiel à l'échelle régionale d'environ 60 millions de repas annuels. Quelles sont les pratiques de ces groupements de commandes? En fait, il y a des travaux actuellement qui consistent à optimiser les dynamiques de relocalisation des approvisionnements, et ce, en utilisant des leviers que sont l'écriture entre guillemets vertueuse des cahiers des charges qui vont être mis en œuvre pour pratiquer l'achat public au travers de marchés publics. Et il y a également des dynamiques d'essaimage et de démarches de progrès pour justement faire en sorte que les plus vertueux puissent diffuser des messages pour communiquer sur le savoir-faire en termes de dynamique de relocalisation. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on va rentrer dans le cœur du sujet concernant le chevreau. Pour vous donner un ordre d'idée, la Sénat aujourd'hui, ça ce sont des engagements minimums sur les marchés 2020, pratique ces achats de la façon suivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les produits frais, on va enlever l'épicerie et le surgelé de cette analyse-là. Aujourd'hui, 38% des achats se font à destination de produits locaux. Un produit local est considéré à l'échelle de la région comme étant un produit constitué en majeure partie de produits d'origine régionale et transformés en région. Donc, vous avez trois grandes catégories. Vous avez 38% des achats qui se font sur la base de produits locaux. Vous avez 8% représentés par des achats bio, locaux et non bio. Et vous avez donc 54% qui sont des produits origine France, voire autres. Donc, la marge de progression et à venir est quand même assez importante, mais il faut savoir que cette dynamique est quand même complètement positive, puisque sur le total des approvisionnements locaux, vous voyez, sur un an, on a connu une progression de 48% et de 12% sur le bio non local. Donc ces appros locaux, au travers la totalité des approvisionnements globaux, ça représente environ 9 millions d'euros. Donc, c'était l'entité la plus représentative pour essayer de mettre en œuvre des pratiques vertueuses d'achat de viande de chevreau sur ce segment de marché-là. Je vous mettrai brièvement également le graphique suivant à l'écran. Vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu plus précisément que, notamment sur les produits laitiers, on a une vingtaine de pourcents de produits d'origine régionale. Sur la charcuterie, on a à 31%. On arrive à environ plus de 55% sur le bœuf et le veau. Sur le mouton, on arrive à 81% d'appro régional dans les appros totaux de ces groupements. Sur le porc, on est à 59%. Les volailles, on arrive à 49%. Les fruits et légumes, 29%. Mais malheureusement, aujourd'hui, le chevreau ne bénéficie pas de marché public à son égard. Tout simplement, aujourd'hui, très concrètement, la consommation de viande de chevreau sur ce segment de marché de la RHD est marginale, pour ne pas dire inexistant sur certains segments du segment de la RHD. Voilà. Donc, suite à la crise sanitaire et suite aux très grandes difficultés que la filière chevreau a rencontrées pour valoriser ses productions, ou tout du moins
à minima les écouler. Un projet est né entre la région, la filière caprine, l'abatteur stockeur Lelay Perriot, la Sénat et le service agriculture de la région. Donc, on a travaillé de concert pour mettre en place une opération d'envergure régionale à caractère solidaire. Le caractère solidaire me semble assez important dans la mesure où ça a vraiment été une véritable clé pour déverrouiller la porte d'entrée, pour rendre faisable cette expérimentation. Donc, en fait, l'expérimentation a consisté à globaliser une prise de commande sur des différentes références de chevaux, on verra lesquelles juste après, de façon à essayer de faire en sorte que sur la semaine 47, donc qui est une semaine à venir du mois de novembre, puisse être consommé du chevreau en restauration collective scolaire du second degré, donc c'est-à-dire en l'occurrence les lycées publics et les collèges publics de la région, adhérents à la Sénat. Donc, l'objectif était bien évidemment de faire connaître le produit aux élèves et aux équipes de restauration des lycées et des collèges publics, également de contribuer de contribuer à l'écoulement d'une partie du surstock de viande de chevreau accumulé, et également de tirer un bilan, de faire une synthèse de cette opération pour mettre en avant les freins, les leviers, les contraintes et les atouts, de façon à pouvoir tirer quelques enseignements, voire des indicateurs qui pourraient éventuellement vous aider, filière caprine, à orienter d'éventuels travaux de recherche et développement de façon à voir s'il y a une véritable place sur le marché de la restauration collective pour le produit chevreau. Et donc, du coup, pour ce faire, 6 références ont été proposées à la vente sur cette opération-là. Pourquoi 6 références? Parce qu'en fait, en fonction des cantines scolaires, des cuisines des cantines scolaires, on peut avoir différents cas de figure. On peut avoir des cantines très bien équipées, très bien équipées et dotées de personnel leur permettant d'élaborer des produits bruts, en l'occurrence des carcasses, en frais ou en surgelé. On peut avoir également des cantines qui sont peu équipées. Et donc là, il va falloir qu'on parte sur des produits déjà plus ou moins élaborés. Et donc, il faut savoir qu'également, il y a une contrainte forte sur ce segment de marché qui est la logistique. Donc, sachez d'ores et déjà qu'il est beaucoup plus facile de faire livrer n'importe où en Nouvelle-Aquitaine des petites quantités, même des petites quantités, mais en frais, alors que sur le transport en surgelé, on a des difficultés pour atteindre toutes les destinations, mais en plus, on a des franco, comme vous le voyez sur la diapo. En fait, on est à 15 kg sur le frais pour atteindre du franco, alors qu'il nous faut une centaine de kilos pour le surgeler. Donc, concrètement, vous aviez systématiquement en référence frais et surgelé un produit semi-élaboré et un produit entier. Le produit semi-élaboré ayant l'inconvénient pour l'acheteur d'être un coût matière beaucoup plus important que le brut, mais avec une possibilité de gain de temps et de mise en œuvre du produit, même sur des structures faiblement dotées d'équipements ou de personnel. Voilà. Alors, in fine, à ce jour, puisque l'opération est encore en cours, on se rend compte que sur les 598 adhérents, seulement 17 d'entre eux ont commandé, ce qui fait un taux de retour positif extrêmement bas puisqu'on est à moins de 3%. Moi, en toute transparence, j'avais émis une hypothèse basse à 10% des adhérents qui ont commandé. Sauf que effectivement, aujourd'hui, on va le voir, peut-être que le produit n'est pas forcément adapté ou mériterait d'être élaboré ou mis en œuvre différemment pour pouvoir convenir à ce segment de marché, mais force est de constater qu'également la crise sanitaire, la façon dont la restauration scolaire est encore à cette période, est loin d'être facile par rapport à une période normale. C'est-à-dire que, en fait, très concrètement, une bonne partie des achats des établissements de restauration collective peuvent être orientés en fonction des difficultés vécues actuellement. On va voir lesquelles précédemment, mais en l'occurrence, les problématiques de disponibilité du personnel et les problématiques liées notamment à la difficulté de faire se tenir la restauration dans des conditions normales dans les cantines sont des freins non négligeables, à mon avis, côté aval. Voilà, donc les freins rencontrés au travers de cette opération et globalement les freins à destination de la RHD régionale. Je vous parlais d'un coût repas, du denrée repas
précédemment de 2 € à 2,50 €, c'est une réalité, il faut savoir faire avec. Alors, les établissements qui ont des pratiques vertueuses ont des leviers aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que, notamment, je vais vous citer un exemple, on peut très bien faire des économies sur un repas pour se doter de moyens supplémentaires pour aller vers des opérations thématiques, vers des denrées avec un coût matière un peu plus important. Sauf qu'à l'heure actuelle, bon nombre des services restauration des établissements scolaires ont perdu de l'argent à un moment donné et ne sont pas en capacité de retrouver de la marge pour aller vers le style de produit Chevron. À aujourd'hui, à destination de la restauration collective régionale, le Chevron est un produit qui est absent complètement des gammes de grossistes. Alors, ce segment de marché-là, il représente, il est détenu, entre guillemets, en grande majorité par les grossistes, puisque on peut dire que 80 à 80% des achats de la restauration collective scolaire du second degré passent par des marchés publics et que au moins 80 à 90% de ces marchés publics sont remportés aujourd'hui par des grossistes. Donc, ce qui laisse peu de place, mais il y en a quand même, pour les industriels ou les producteurs locaux qui peuvent répondre à des marchés publics sur des lots correctement dimensionnés et correctement structurés pour ces 10 acteurs. À aujourd'hui, il ne faut pas s'enlever de l'idée que ce segment de marché, il est dominé par les grossistes et il restera pendant encore un certain temps dominé par les grossistes. Je vous en parlais tout à l'heure, un des autres freins rencontrés, c'est l'impact du coût de la logistique sur le prix de revient et donc le prix denrée et le prix portion. Je vous en ai aussi déjà parlé, mais il y a une véritable méconnaissance du produit en restauration collective, que ce soit au niveau des équipes cuisine qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler ce produit-là, mais il faut aussi constater que les élèves aujourd'hui sont de moins en moins nombreux à avoir l'habitude de consommer ce type de produit. À noter également l'incidence de l'évolution des modes d'alimentation et notamment avec la réticence de certains élèves à consommer ce type de produit. Alors, j'insiste sur le terme type de produit parce que c'est pas spécifique au chevreau. Je peux vous citer le lapin également, par exemple. Mais pour l'anecdote, j'étais en train d'échanger avec le chef du lycée de la Venise Verte le mois passé, et il me disait que globalement, lui, sur l'effectif d'élèves qu'il restaure chaque jour, on a une part d'élèves qui ne consomment plus de produits carnés de l'ordre de 15 à 20%. Il a fait un focus sur ces secondes, puisqu'il en a eu la possibilité avec une rentrée plus précoce des secondes par rapport aux autres élèves. Là, sur cette catégorie d'élèves, on va monter jusqu'à un tiers d'élèves qui se restaurent dans son établissement qui ne consomment pas de produits carnés. Donc là, il y a une véritable réflexion autour de l'image et de la promotion, notamment à avoir. Je peux aussi, en termes de freins, vous parler, comme je vous disais tout à l'heure, d'une période qui est extrêmement compliquée pour les établissements scolaires, hein, avec notamment pour certains des effectifs en personnel qui sont réduits, donc qui poussent à aller vers de l'achat de produits élaborés. Un deuxième frein identifié à ce niveau-là, c'est que les établissements scolaires qui avaient tendance à planifier leurs commandes 15 jours à 3 semaines à l'avance, voire un mois, là, on réduit au strict minimum par peur de ce qui va se passer au-delà de la semaine qu'ils sont en capacité de maîtriser à peu près. Et puis, il y a cette problématique de trésorerie. Qui dit trésorerie affaiblie, dit limitation de la prise de risque et optimisation de l'achat et des coûts portions notamment. Voilà. Je voulais aussi faire état. Oui, d'accord. Faire état d'un point, simplement. Le chevreau n'est pas concerné par les leviers qui auraient pu avoir un effet bénéfique sur la consommation sur cette période, puisque ce n'est ni un produit fermier, il y a très peu de volume ce n'est pas un produit SICO, pardon, ce n'est pas un produit qui a l'habitude d'être commercialisé, valorisé sur la restauration collective en produit fermier, et en bio, c'est la même chose. Voilà. Donc, les leviers, eh bien, écoutez, je pense qu'il faut vraiment
continuer à essayer d'avoir une collaboration constructive avec la Sénat, avec ses groupements de commandes régionales, voir si le renouvellement de cette opération serait possible à une autre période un peu plus favorable, et puis voir à terme quelle est la position de la Sénat pour cette possibilité éventuelle d'intégrer du chevreau au marché public, qui serait vraiment un levier plus que bénéfique dans la mesure où, en quelque sorte, ça sanctuariserait la possibilité de consommer du chevreau en restauration collective publique. Mais ça, c'est à mon avis un objectif qui est encore plutôt éloigné de ce qui est faisable à aujourd'hui. Voilà. Et surtout, ce qui va être intéressant à court terme, c'est qu'à l'issue de cette opération-là, un bilan sera dressé par la Sénat et les entités qui ont participé à cette opération, de façon à pouvoir caractériser des indicateurs qui permettraient à la filière d'orienter les travaux R&D pour voir s'il n'est pas judicieux de construire une gamme de produits spécifiquement dédiés à ce segment de marché. Voilà. Je dois me permettre aussi de vous dire qu'il ne faut surtout pas occulter les grossistes dans cette problématique-là, puisque c'est eux qui dominent le segment de marché, comme je vous le disais précédemment, mais c'est aussi eux qui ont la meilleure maîtrise de la logistique à l'échelle régionale, tout du moins. Et donc, je voulais vous aussi mettre en avant le fait que durant cette opération, cet essai, cette expérimentation, nous nous sommes appuyés sur l'opération Gotober en mettant à disposition de tous les établissements scolaires le dossier de presse Gotober, avec notamment également des recettes également complétées par l'opérateur Le Lait Perriot. Voilà. Et il y a cet intérêt de contribuer à une image la plus positive possible de la filière et justement de proposer une aide à la mise en œuvre. Voilà. Je vais juste aller vers les recommandations que je pourrais mettre en avant et émettre à ce niveau-là. Je pense qu'il faut vraiment faire un effort de promotion. Et là, je vais complètement dans le sens de ce que la Chambre d'agriculture 86 mettait en avant tout à l'heure. On a une absolue nécessité, de besoin de promouvoir le produit. Alors, à l'échelle de la restauration collective, ça se passe, à mon avis, plutôt dans un premier temps au niveau des chefs, mais aussi des gestionnaires. Pourquoi les gestionnaires? Parce que c'est eux qui sont aux manettes dans les achats. Donc, je pense que c'est un maillon vraiment à cibler. Je pense qu'il faut aussi penser aux prescripteurs actuels que sont les boucheries trad, les GMS, mais aussi encore les grossistes, de mon point de vue, tout du moins en ce qui concerne la restauration collective publique. Et je pense que, comme ça a été mis en avant au travers de la collaboration du projet de la Chambre de la Vienne et du lycée Kyoto, il faut absolument ne pas occulter, ne pas négliger la cible que peuvent être les futurs prescripteurs. Ça peut être des élèves en école d'agriculture, en lycée agricole, ça peut être aussi des élèves en lycée hôtelier, mais aussi également en école de boucherie. Et ça, je pense que c'est un passage incontournable. Voilà. Et puis, en ce qui concerne la façon de vendre sur le segment de marché de la restauration collective, je pense qu'avant de vouloir aller vers le fait que le chevreau puisse bénéficier de ses propres marchés publics, il faut absolument privilégier la vente en gré à gré, de façon à pouvoir faire connaître le produit et vous rapprocher de la demande caractérisée encore une fois par les chefs et surtout les gestionnaires. Voilà. Je pense que tout ça, ça pourra prendre forme en ayant la possibilité de valider les besoins par des travaux de recherche et développement, de façon à pouvoir adapter absolument des produits à ce segment de marché. Tout en soulignant que, comme le soulignait Jean-Luc tout à l'heure, il y a une vraie nécessité d'avoir systématiquement la présence d'un produit élaboré ou semi-élaboré pour pouvoir prétendre à répondre aux attentes de la restauration collective, bien entendu, avec la problématique qui est le coût produit à la clé. Voilà. Donc, je pense que très concrètement, il faut conserver ce segment de marché comme cible sans mettre d'immenses espoirs à court terme. Il y a besoin de travailler ce segment pour qu'il puisse devenir porteur éventuellement à terme. Et donc, je pense que c'est un bon levier pour relocaliser la consommation, mais aussi pour ancrer le plus possible la consommation de viande de chevreau chez les jeunes générations.
Je suis désolé si j'étais un peu long. Voilà, j'ai terminé, j'en ai terminé et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Stéphane.